Alors, j'ai souhaité en fait vous parler en partant en fait de cet événement. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le ShopTalk Europe, qui est le dérivé européen en fait du ShopTalk initial qui est à Las Vegas, dans lequel beaucoup de retailers européens ici se rencontrent et échangent. Alors, je dis bien retailers, c'est-à-dire que d'habitude c'est plutôt comme là, c'est-à-dire des prestataires qui font le show. Là, c'est vraiment des retailers. Donc, c'était intéressant à entendre. Et le point il y a plusieurs leçons comme ça que j'ai retenues et qui m'intéressaient en plus. Ça allait dans mon sens. C'était bien. Un genre de biais de confirmation, c'est ça dans la data. C'était déjà les 3 mots qui revenaient systématiquement, quelles que soient les conférences, volontairement ou involontairement. C'est-à-dire que vous preniez n'importe quelle conférence et vous saviez qu'ils allaient sortir. Hein, et vous pouvez avoir comme un jeu. Hein, bon. Le premier mot, c'était efficacité. On entendait efficacité tout le temps, partout, partout, partout. On a besoin d'efficacité. Le deuxième mot, c'est durabilité. Bon, là, il n'y a pas de surprise. Hein. C'est tout ce qui est mode et RSE. Et donc, il faut qu'on donne de la durabilité, qu'on le veuille ou non. Si vous êtes convaincu par l'écologie, vous dites je vais faire de la durabilité. Vous n'êtes pas convaincu, vous dites il faut que je fasse des produits durables parce que sinon, en fait, le problème, c'est que les gens ne les achèteront pas. Et ça, c'est un vrai problème jusqu'à ce qu'on finisse par avoir des taxes. Et le troisième mot, évidemment, c'est rentabilité. C'est-à-dire que c'est fini de se dire ah, tiens, si j'ai fait les 2 premiers, je peux comme ça être tranquille. Non, il faut avoir de la rentabilité. Sauf qu'on sait qu'on a de moins en moins de trafic, de plus en plus de moyens de vente. Donc c'est compliqué d'avoir ce fameux CA au mètre carré qui garantit, dans certains cas, à lui tout seul la rentabilité. Donc voilà les 3 mots qui revenaient tout le temps. Ensuite, un point qui était marquant, c'est il n'y a plus, avec l'heure de digitalisation, il n'y a plus de refuge national. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant longtemps, il y a des enseignes qui ont fait un choix de se dire bon ben moi, l'international, c'est pas pour moi. En plus, j'en ai vu plein qui sont allés, ils se sont cassés les dents, ça coûte une fortune, voire ça a failli tuer la boîte. Donc très très peu pour moi, je reste dans mon pays. Sauf qu'en fait, votre pays est international. La France, c'est un pays international. Et donc, que vous le voulez ou pas, vous êtes dans un pays international. Rester en France, c'est dire je fais l'international sur un pays. Il n'empêche que c'est ça. Pourquoi? Parce que tous les autres viennent. Et que même s'ils prennent 0,5% de part de marché, et que même s'ils ne gagnent pas d'argent avec ça, ben, au final, ça vous grignote les vôtres. Et donc, à un moment donné, vous passez en dessous de ce fameux seuil de rentabilité. Donc, il n'y a plus de refuge national. Qu'on le veuille ou non, il faut aller vers l'international. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est que tout comme ce slide, le retail se complexifie. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez de plus en plus de business mode, first choice outlet, vous le savez, alors dedans les licences, les accounts, les concessions, des canaux qui se démultiplient, les magasins, le web, les marketplaces, la vôtre, celle des autres, le social selling, enfin que sais-je, les pays qui se multiplient aussi via vous et vos partenaires, les catégories de produits, parce qu'à un moment on se dit oula, il va falloir de plus en plus de catégories de produits parce que ça me permet de rentabiliser la centrale. Les formats de magasins, parce qu'on va en mettre partout. Alors forcément, on fait des formats enfants, accessoires, sport, hommes, femmes, déco, flagship, pas tout ce que vous voulez. Et puis, du coup, vous passez par des partenaires, et là, pareil, vous multipliez vos partenaires, parce que vous dites, il y en a bien un qui va me donner un petit peu de chiffre d'affaires. Donc, ça fait quoi? Ça fait surtout des dizaines, voire des centaines de milliers de configurations de clients à anticiper, parce que, en fait, on dit que c'est le même client partout, mais c'est faux. Déjà, c'est pas le même client partout. Il y a des clients qui ne privilégient qu'un point. Et puis, dans chaque cas, ils vont vouloir un mode de consommation qui est propre au canal qu'ils choisissent. Donc, dans les faits, il faut une configuration propre à chaque fois différente. L'autre point, la dernière leçon importante, c'était ça qu'on entendait beaucoup, hein, la fameuse phrase d'Alan Smith, revenue is vanity, profit is sanity, et puis, vous connaissez mon anglais, cash is king. Et en fait, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est le cash. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire sans cash. Et je crois qu'en ce moment, personne ne peut me dire que c'est pas quand même la première chose qu'ils regardent. Hein, c'est quel est le cash qu'on a à disposition, quel est le cash qu'on aura. On peut me sortir tout ce qu'on veut sur les EBITDA. À la fin, on va dire, OK, t'es gentil, mais il y a quoi en cash? Et ça, c'est le point, peut-être le point qu'on entendait le plus, encore plus que la rentabilité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit un cercle vertueux qui se met en route. C'est-à-dire que, oui, il faut du cash. Ça, c'est clair. 2, pourquoi? Parce que le cash paye le développement. Et qu'on peut faire ce qu'on veut si on veut payer, si on veut se développer. Tout ça, il faut du cash pour initier la roue. Le troisième point, c'est que plus on se développe, plus on a tendance à se perdre, à faire une crise de croissance, à plus savoir quoi faire. Ça devient, on se dit, mais en fait, c'est encore pire
hein, puis on va sur un canal et puis on croit que ça va être tout beau, mais on s'aperçoit qu'en fait, il faut vraiment être spécialisé dans chacun. Donc il faut gagner de l'efficacité. Et puis ça tombe bien parce que l'efficacité, c'est quand même quelque chose qui vous donnera aussi une réponse pour la durabilité. Il faut travailler là-dessus parce que le client veut des produits durables, mais ce qu'il veut pas, c'est payer. Et donc, à la fin, il faut réussir à faire tout ça dans la rentabilité. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est quand même ça qui va vous redonner du cash. Hein, les gens sont gentils, mais ils vont pas quand même. Eh ben, pour arriver à faire ça, tout le monde disait, et c'était pas le fait, on a tous parlé de ChatGPT, mais dans les faits, tout le monde disait, mais il n'y a qu'un point, c'est la data. Sauf que jusqu'à présent, on a vu la data comme un générateur de reports. Bon, si vous recevez 500 reports par jour sur votre mail, c'est pas forcément un générateur d'efficacité. Donc, on s'est dit, il va y avoir autre chose. C'est l'IA. Mais l'IA pas générative qui va faire vos photos. L'IA qui reste dans un cadre où, en fait, on rend efficace la donnée qu'on vous donne et qu'on vous fait travailler. Alors, ça veut dire quoi, piloter? C'est très compliqué. Ce slide est là pour faire peur, c'est fait exprès. Hein. Ben, ça, c'est votre offre. C'est l'offre qu'on gère, par exemple, dans Nostress, que vous faites. Chaque point est un produit. Et puis, vous connaissez cette matrice, c'est la matrice PCG, vous avez les produits stars, vous avez des produits complémentaires, hein, c'est vos produits fashion ici, et puis ici, plutôt les basiques, ça dépend des enseignes. Puis vous avez les niches et les bad. Ça veut dire quoi, cette matrice? Ça veut dire, ben, si vous voulez faire du trafic et de la transformation, il faut beaucoup de produits stars. C'est évident. Bon. Sauf que les produits stars, c'est dur à trouver. Ils ont tendance à finir dans les niches et dans les bad. Et pour payer ce risque, il ne faut pas oublier les complémentaires. Eh ben ça, aujourd'hui, on le gérait une fois par saison, une fois tous les 6 mois pour ceux qui n'ont pas de saison. Ben maintenant, il faut le gérer en permanence sur tous les canaux. Parce que ça aussi, c'est vrai, un client, il ne regarde pas votre bilan de collection, il regarde ce qu'il y a dans le magasin ou ce qu'il y a sur le site web. Il faut que ça soit équilibré en permanence. C'est compliqué. C'est aussi un bench du magasin. Le magasin ne doit plus regarder est-ce que mon tété est bon et compagnie avec sa gomme et son crayon. Et même, il doit se dire, mais attends, t'es gentil, hein. Comme dans Waze. Il faut que je tourne à droite, à gauche, ou il faut que j'aille tout droit. Il a un client en face. Qu'est-ce que je lui propose? Qu'est-ce que le client, dans 1 heure, va venir chercher? Ben oui, ça au niveau de ce détail-là, aujourd'hui. Hein. Et donc, il faut lui être capable de lui donner, en fait, ben, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que tu n'as pas le champ. C'est fini le temps où on donne aux gens, au DR, des milliards de tableaux où on dit, bah tiens, est-ce que tu peux comparer avec ta région si tu vois plus ou moins tel rayon et compagnie la semaine dernière? On va dire, attends, c'est terminé. Le temps que j'ai compris, en fait, le client, il est parti ailleurs. Ben ça, il faut le donner en permanence. C'est ça l'efficacité. L'efficacité, vous avez un assortiment. C'est aussi de dire ce que vous avez en magasin. Est-ce que ça correspond à ce que le client vient dans mon magasin? Hein, aujourd'hui, trop souvent, la CRM, c'est vu comme un générateur d'envoi de mails. Mais dans les faits, le vrai truc de la CRM, c'est de se dire, est-ce que ce magasin, les gens sont plutôt âgés ou plutôt jeunes? Est-ce qu'ils sont plutôt tech cluster? Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Combien est-ce qu'on voit de magasins dont l'assortiment n'est pas du tout adapté à la cliente? 10% d'écart, c'est au moins 10% de TT. À la fin, c'est votre EBITDA qui part en fumée. Eh bien, pour faire ça, vous allez me dire, mais comment on peut faire tout ça en même temps? Ben, c'est très simple. Et c'est là qu'intervient le stress, mais c'est là qu'intervient effectivement de plus en plus les choses. C'est que vous ne pouvez pas le faire. Vous devez en fait vous reposer tous les métiers sur une IA qui va vous challenger en permanence. Le Waze du retail, c'est ça que vous allez avoir, c'est ça qu'on offre, mais c'est ça que vous aurez dans tous les cas d'ici très peu de temps. C'est-à-dire un assistant qui screen en permanence tout ce qui se passe, toutes les configurations possibles de pays, de partenariats, de magasins, de canal, et qui vous dit, attention, fou, là, j'ai trouvé un truc pour vous. Parce que dans ton métier, là, par exemple, toi, tu es styliste. Ici, dans cette gamme de clients, il y a trop de produits niches. Il faut que tu analyses tes produits pour me trouver pourquoi tu as trop de produits niches. Peut-être que tes produits sont très chers, peut-être qu'ils sont trop modes, peut-être que tu anticipes. Il faut chercher. Attention, là, tu as mis trop de stock. À quoi ça sert de mettre autant de stock là alors que parce que vous pouvez avoir tous les OMS du monde avec ces notions de stock. Un client, malgré tout, quand il vient en magasin, il veut repartir avec le produit, il ne veut pas repartir avec une commande spéciale où on lui dit t'inquiète pas, grâce à moi, j'ai réussi à avoir le produit en 3 jours. Je veux dire, j'ai fait l'effort de venir en magasin, je sais que c'est très dur de savoir ce que je voulais là, maintenant. Mais c'est ton métier, si le magasin à côté l'a fait, tant pis pour toi. Donc, c'est ça, et c'est ça qu'on fait, c'est challenger en permanence et screener pour vous.
ce que vous mettez là sur les écrans, ben, vous devez savoir quel produit. À 1 heure, il faut mettre un produit. 1 heure après, il faut mettre un autre produit. Comment vous le savez? Peut-être qu'un rayon de soleil change tout. Ben, la data le sait. Pourquoi? Parce que vos clients dans des magasins similaires commencent à acheter ces produits. Ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on fait dans ce cadre-là, et ce qui se fait de plus en plus, vous le voyez, c'est qu'on va vous mettre des produits et on ne va pas vous mettre une alerte parce que vous pouvez avoir X raisons d'alerte. Vous allez avoir et vous allez commencer à apprendre à travailler avec un enjeu. Combien est-ce que vous risquez de gagner ou de perdre à cause de ça? Et c'est là que vous allez demain travailler. Je vais vous dire, bah attention, ce produit-là, vous avez une problématique de niveau de service ici, vous allez perdre 20 000 euros. Pourquoi? Parce que ce produit n'est pas juste un produit qui vend, lui, c'est que ce produit déclenche des achats et qui génère tout un ticket, alors que d'autres non, donc c'est pas très grave. Pourquoi je vous dis ça? Parce que travailler là-dessus, ça vous permet finalement, paradoxalement, de travailler avec la data sans en faire. Pendant ce temps-là, vous allez vous concentrer sur un sujet que j'ai pas mis, qui est votre sujet numéro 1, qui est le seul, parce que NoStress, par exemple, est un exhausteur de talent. Pourquoi est-ce qu'on dit exhausteur de talent? Parce que finalement, le seul point important sur lequel on ne peut rien faire pour vous, parce que c'est votre métier principal, c'est la différenciation. Vous devez être dans ce monde digital différent des autres sur au moins un point. Et tout votre travail doit être là. Tout ce que je vous ai parlé sur l'efficacité et compagnie, c'est top. Mais s'il n'y a pas de différenciation, on ne peut rien faire. Parce que finalement, le client ne vient que parce qu'il y a quelque chose qu'il ne trouvera pas ailleurs. Et encore plus dans ce monde digital. Un point, là on travaille avec Guess sur l'Europe et l'Asie. Et là on commence les États-Unis depuis 2 mois. Guess, c'est maintenant 800 personnes qui travaillent chaque jour avec et qui donc, en fait, vont dessus 70, 80, 100 fois. Mais ils ne vont pas faire des recherches, ils regardent ce qu'il y a à faire. Le point suivant. Ils viennent d'annoncer, c'était la dernière fois au Hub, avec NoStress, pas que grâce à NoStress, grâce à un travail énorme de tous les gens, mais qui ont pu. L'augmentation de la rentabilité, d'accord, ils sont passés de 5% à 12%. C'est-à-dire qu'ils ont gagné 7 points. 7 points en faisant juste plus efficacement leur travail. Donc je trouve que c'est énorme malgré tout, mais dans les faits, c'est vraiment vers là où vous devez aller. C'est-à-dire que c'est fini le temps d'analyser des tableaux, même une fois par jour, en fait, vous n'y arriverez pas. Parce que même une fois par jour, quand vous vous direz, ben, faut que je compare à toutes les régions, tous les pays, tous les canaux, et que je recroise avec ça, vous dites, je vais jamais y arriver. Donc si vous êtes dans une course pour faire ça, ben, vous avez perdu d'avance. La course, c'est de laisser faire, recevoir et vous concentrer sur votre différenciation. Bonjour Margot. Bonsoir David. Nico. Donc, David. on va vous parler un peu de la playlist, maintenant un peu de musique. Alors c'est vrai que c'est un sujet, quand vous discutez avec n'importe quel retailer, mais surtout les anglo-saxons, c'est un sujet qui est très important. Oui, bien sûr, c'est important la musique. Sauf qu'on a 1 milliard de sujets. 1 milliard de sujets à traiter. Mais ce que vous imaginez, je vais vous donner un exemple. Si je vous dis Les Dents de la Mer, par exemple, pensez à une musique. Si je vous dis Star Wars, pensez à une musique. Si je vous dis, on va donner des tonnes, Les Choses de la Vie, Titanic, pensez à des airs de musique. Et immédiatement, il y a une émotion que vous associez à cette musique, qui va pas être la même d'ailleurs, selon comme on a regardé le film. Mais vous voyez, est-ce que vous imaginez un bon metteur en scène gâcher sa bande originale de film? Absolument pas. Ben, c'est un peu ce qu'on voit parfois dans le retail, c'est-à-dire que vous déployez une énergie de dingue pour faire des super concepts, raconter des histoires, avoir des super mobiliers, et puis on arrive la dernière fois dans cette enseigne qui se développe énormément en France, dont je vais pas citer le nom, qui vient de produire un film qui coûte très cher avec des skaters, etc. Et on entend Lara Fabian dans le magasin à 16h dans le Marais un samedi. Ben, je peux vous dire que ça, j'ai rien contre Lara Fabian.
s'il y a des gens de sa famille ou quoi que ce soit, j'ai rien contre elle. Mais bon, voilà, ça fait un peu, ça tombe un peu à plat. Ben voilà, notre boulot, c'est ça. Notre boulot, c'est de concevoir la bande originale des marques pour sublimer l'émotion. Et on a eu la chance de travailler avec Margot lors du repositionnement encore en cours de The Couples. Tu peux peut-être nous en dire un petit mot. Tout à fait. Donc, effectivement, moi, je suis en charge du marketing et de la communication de The Couple. Je suis arrivée il y a 2 ans, au moment où on a lancé le repositionnement de la marque. Et tout l'enjeu du repositionnement, c'était vraiment de se baser, de repartir sur l'ADN très fort de la marque, l'ADN des débuts, qui avait un héritage rock très important. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a voulu capitaliser. Et on a eu un peu ce souci, effectivement. On avait certaines boutiques avec des playlists qui ne collaient pas du tout avec ce positionnement. Donc, on n'avait pas la rap Fabian, mais on avait d'autres choses qui n'étaient pas forcément beaucoup mieux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait appel à la playlist. Et pourquoi alors le changement de... Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer de prestataire? Parce que vous auriez pu peut-être travailler avec le prestataire précédent. Alors pour plusieurs raisons, on avait des gros soucis techniques avec le prestataire précédent. Et puis une des raisons qui fait qu'on s'est tourné vers la playlist, c'est le fait que moi je connaissais Nicolas d'une précédente expérience chez Etam. Qui avait parfaitement compris nos besoins, notre brief à l'époque. Et étant donné le sujet de The Couples avec la musique, c'était hyper important pour nous d'avoir la bonne personne. Et pourquoi la musique, c'est aussi important pour The Couples, finalement? En fait, The Couples a vraiment dans sa culture, dans son ADN, ce rapport avec la musique, avec le rock. Et c'était hyper important pour nous de retrouver des bonnes playlists suffisamment pointues qui puissent parler à nos cibles différentes. On a des clients qui sont très jeunes, on a des clients qui sont aussi un peu plus âgés, qui ont connu la marque à ses débuts il y a une quinzaine d'années. Et du coup, il fallait pouvoir rassembler dans une seule et même playlist, dans nos mêmes points de vente et répondre à ces différents profils de clientèle. Alors, il ne faut jamais oublier que l'émotion sonore, c'est une des premières émotions que vous prenez quand vous entrez dans un magasin. Imaginez, même chez vous, quand vous recevez des gens à dîner, pas du tout la même chose si vous ne mettez pas de musique, ou si vous mettez du hip-hop, ou si vous mettez du jazz, de la musique classique. Ce que vous générez comme atmosphère n'est pas la même. Et donc, nous, on a une méthode particulière, on essaie d'amener de la valeur ajoutée, c'est le fameux atelier de codev. Donc Nicolas, tu peux peut-être expliquer ce qu'est l'atelier de codev pour la prise de brief, parce qu'en tant que creative director, c'est plutôt toi que ça concerne. Alors effectivement, quand on signe avec une marque, on va faire un atelier de co-développement, et cet atelier nous permet de réunir autour de la table des équipes qui vont être des équipes marketing, des équipes du terrain, des équipes du commerce, et ça va nous permettre d'aligner tout le monde sur un même brief. Voilà, ça c'est une première chose qui est importante, c'est d'éviter effectivement que ça parte un peu dans tous les sens. Et l'idée, c'est de s'aligner sur quelle va être l'expérience qu'on a envie de faire vivre en magasin. Voilà, ça c'est vraiment un point clé. Et effectivement, quand on l'a fait avec vous chez The Couple, c'était très riche, parce qu'il y avait beaucoup d'une marque avec un ADN fort qui était assez présent, mais une volonté aussi d'aller chercher justement de la Gen Z, une volonté aussi d'avoir un certain standing. Donc aujourd'hui, ça nous permet, nous, d'aller travailler vraiment et d'analyser spécifiquement ce que la marque va pouvoir dire en magasin. Et cet atelier de codev, c'est, on va dire, un moyen pour moi, en tout cas, d'aller lire entre les lignes du brief. Voilà, c'est ça qui est très important pour nous. C'est vraiment une méthode de brief qui est très efficace. Qu'est-ce que tu as pensé de l'atelier, Margot? C'était un peu original pour vous qu'on vous demande un atelier de design thinking autour de la musique. Ouais, c'était un exercice auquel on est effectivement pas habitué. Moi, j'en avais jamais fait avant. Hyper intéressant parce que du coup, on a mis autour de la table un public effectivement très varié. Il y avait bien entendu quelques personnes du marketing, mais il y avait surtout beaucoup les premiers intéressés, je dirais, donc le retail. Et pas que le siège. On a vraiment intégré des équipes magasins, des équipes terrain qui étaient là depuis longtemps ou plus récentes, de différents âges aussi importants pour pouvoir aussi penser à notre cible. Et c'était hyper riche. Les équipes ont vraiment apprécié d'être mises dans la boucle dès le début et on est arrivé à un consensus de brief tous ensemble qu'on n'avait pas particulièrement au départ. Donc, c'était ouais, c'est vraiment un travail de co-construction. Voilà, c'est important. C'est vraiment en discutant avec les équipes qu'on vraiment va affiner le brief. Et c'est vraiment important de
de se retrouver autour de cette table et de pouvoir échanger avec les pratiques et l'ADN de la société, avec les gens qui en font partie vraiment. Et on parlait justement de data auparavant. Moi qui ai passé plus de 20 ans de ma vie à diriger des réseaux retail aussi divers que Aigle, Petit Bateau ou Levi's. Alors, quand on est dans le retail, on est tous un peu obsédés par la data. On veut des points de repère de partout. Et on se disait finalement, une des choses les plus difficiles à mesurer, c'est la pertinence d'une playlist. Parce qu'à la fois, vous vous adressez à vos équipes magasins, il faut qu'elles soient motivées, mais pas que. Il y a aussi le client final. Et finalement, on a mis en place un outil aussi, parce que on vous fera une rapide démo après, vous verrez que quand vous êtes équipé de la playlist, les équipes peuvent, si vous le souhaitez, nous donner un feedback, ce qui est très très riche pour les marques, puisque on vient voir nos marques tous les 3 ou 6 mois pour ce qu'on appelle un comité de pilotage. Alors que vous pouvez nous parler peut-être du comité de pilotage, Margot. Tu t'appelles comment toi déjà, Nicolas? Effectivement, on se voit, oui, tous les trimestres ou tous les semestres, je ne sais même plus. Pour faire le point, l'idée c'est vraiment de recueillir le feedback des équipes de la playlist sur nos propres playlists, donc d'avoir un peu de data, hein, de savoir quels sont les morceaux qui ont le plus plu, ceux qui ont déplu. Nous, on a des équipes qui participent énormément, des jeunes qui aiment beaucoup la musique, donc on a aussi activé la possibilité d'avoir des suggestions, et on a énormément de suggestions. Alors au début, la plateforme de marque n'était pas forcément hyper facile à comprendre par les équipes terrain, etc., ou pas bien intégrée. Et les suggestions étaient parfois surprenantes, mais je dois avouer que maintenant elles sont de plus en plus pertinentes, et on passe en revue les suggestions, et on intègre à la playlist dans les mises à jour régulières les différents morceaux qui sont suggérés par le terrain. Donc ça aussi c'est vraiment quelque chose qui plaît aux équipes, puisqu'ils ont la possibilité, ils entendent ensuite les morceaux qu'ils ont suggérés, et qui sont souvent des morceaux aussi assez pointus, passés. Bon, bien sûr, il y a tout, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on découvre via eux, et je pense que c'est un vrai point qui leur plaît et qui nous signifie régulièrement. J'ai rien à ajouter. Bon. Eh ben, parfait. Alors, finalement, est-ce que tu recommandes la playlist, Margot? Ah oui, hein, j'ai déjà travaillé une première fois avec... Je vous recommande vivement la playlist. Mais les feedbacks sont bons, globalement, du terrain. Non, les feedbacks sont bons. Enfin, avant, la musique, c'était un vrai sujet, parce que ça n'allait pas, et maintenant, ça n'en est plus. Hein. Donc, j'estime que le problème est solutionné. Enfin, voilà, c'est le truc, quand ça va pas, t'en entends parler en permanence. Quand ça va, tout le monde est content, ça n'est plus un sujet. Les équipes en magasin sont plutôt contentes et participantes. Donc voilà, c'est un bon point pour nous. Eh bien, merci beaucoup Margot pour ton témoignage, c'était super. Merci. Et juste avant de céder la parole à David Kéribin, donc le CEO et fondateur de Scénario, Nicolas va juste vous faire une petite démonstration de ce qu'on appelle c'est maintenant. Hein. C'est maintenant. De notre player, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et ça fait le lien aussi, la jonction avec Scénario, qui est donc partenaire de la playlist, puisqu'on développe des innovations en commun qu'on va vous présenter tout de suite. Ok, tu peux monter un peu le son, Albert, s'il te plaît? Vas-y. Ah, voilà. Donc là, on est dans un magasin Lacoste. Donc on a un peu de hip-hop. Pas que, mais un peu de hip-hop. Vas-y, hein. On voit encore un peu. Hein. Ouais, voilà. Et donc, en ce moment, c'est Roland Garros. Et d'ailleurs, c'est ça, il est 8h30. En ce moment, il y a Novak Djokovic qui est en train de jouer à Roland Garros. Et donc, on a une petite chose qui s'appelle le Sound Design Novak, et qui en ce moment tourne dans tous les magasins, partout dans le monde, pour créer cette expérience spécifique, Lacoste, qui est liée au sport. Donc vas-y, appuie dessus. Au service Novak Djokovic. Voilà, donc on pourrait quasiment être à Roland Garros là, c'est peut-être ce qui se passe en ce moment. Évidemment, Novak Djokovic gagne le point à la fin. Et donc il y a 15-0 pour lui, j'espère pour lui qu'il est un peu plus... Voilà, et donc ça vient s'insérer automatiquement dans la playlist. Toutes les 15 minutes, il y a 4 sound design différents. Et alors, bon, ça c'est la partie son, on sait faire, on l'a montré la dernière fois. Maintenant, parce que justement on est en partenariat avec Scénario, on avait envie de vous montrer ce qu'on est capable de faire avec le son et l'image. Donc là, on imagine qu'on est actuellement, c'est l'image de la caisse pour être clair, donc c'est la caisse dans le magasin, telle que les équipes de magasin les ont, ça s'appelle. Et on va avoir tous les quarts d'heure, non pas seulement du sound design, mais également carrément la publicité Lacoste qui va être diffusée dans l'ensemble des magasins. Donc là, ce que je voudrais faire, est-ce que tu peux juste nous lancer le QR code?
Voilà. Je voudrais que quelqu'un puisse scanner le QR code avec son téléphone, parce qu'en plus, on a une solution qui est ultra temps réel. Donc, est-ce que quelqu'un peut... Ouais, voilà, je vois. Ok, en zoomant, je pense qu'on... Ouais, super. Maintenant, vous avez normalement la télécommande directement sur votre téléphone. Et je vais vous demander de cliquer sur le film Lacoste in Store, qui se trouve un peu en bas. Faut scroll back. Ouais, c'est ça, un peu de scroll back. Voilà. Et en fait, là, les équipes peuvent très bien déclencher et avoir le son de la campagne Lacoste sur les enceintes en boutique et la vidéo sur tous les écrans de la boutique. Voilà. Et donc, tout ça est synchronisé. Et une fois que c'est terminé, chacun reprend sa partition, la musique recommence à jouer sa playlist normale et les vidéos reprennent les vidéos qui étaient avant. Et donc, l'idée, c'est de vraiment créer en magasin un événement spécifique et d'aller plus loin vraiment dans cette côté, on va dire qu'on appelle le retailtainment. Voilà. Et voilà, je voulais présenter la solution. Merci, merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc après avoir parlé d'audio, vous l'avez deviné, on va parler d'argent. On va parler d'argent parce qu'aujourd'hui, je vais pas vous parler de vidéo. C'est pas mon sujet, le sujet de mon talk. Je vais laisser Jean-Philippe en parler tout à l'heure. Moi, je vais vous parler de retail média. Alors pourquoi je vais vous parler de retail média? Ça, vous allez le découvrir, mais avant de le découvrir, juste quelques mots sur positionner sur qu'est-ce que c'est que le retail média. Le retail média, c'est l'ensemble des dispositifs qui existent de communication sur le parcours du consommateur. Ça va se retrouver en ligne, on en parlait tout à l'heure sur le e-commerce, dans l'omnicanalité, mais ça va se retrouver aussi offline. Ça peut être des écrans, mais ça peut être l'audio, évidemment, dans vos points de vente. Le retail média, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a une tendance forte à la hausse ces dernières années, sur lequel Amazon a largement contribué à driver ce marché vers le haut. Au semestre 1 de 2022, ça pesait 384 millions d'euros en France, donc c'est un marché qui est loin d'être négligeable. Pourquoi je vous parle de retail média aujourd'hui? Qu'est-ce qui change et quelle opportunité en fait je vois aujourd'hui dans le retail média? Il y a quelque chose de fondamental qui est en train de changer, quelque chose de très très lourd, c'est la fin des cookies tiers. La fin des cookies tiers, ça peut paraître très très anecdotique peut-être pour vous, ça ne l'est pas du tout. Les cookies tiers et leur extermination, c'est quelque chose qui a débuté en 2017 quand une multinationale que vous connaissez tous a décidé de continuer à redorer son blason en travaillant sur la privacy des utilisateurs et a poussé à arrêter le tracking de ses utilisateurs, de ses clients, disons plutôt. S'en est suivi quelques batailles juridiques et quelques décisions étatiques. Et du coup, non seulement on a aujourd'hui des plateformes qui ont décidé de mettre fin aux cookies tiers, mais aussi des États via les GDPR, puis via le Privacy Act de Californie récemment. C'est tellement énorme le changement et la fin de ces cookies tiers que Chrome, Google, qui avait annoncé la fin des cookies tiers pour cette année, a décidé de redonner de repousser d'un an sa décision. Pourquoi? Parce que ça allait tellement impacter ses revenus qu'il n'était pas prêt à l'absorber. Donc c'est quelque chose qui est juste énormissime, puisque en fait on est en train de parler d'une manne financière qui va d'un seul coup s'arrêter net. Les investissements qui permettaient aux annonceurs jusque-là de suivre les utilisateurs d'un site sur un autre et de payer des boîtes qui intermédiaient tout ça, des Criteo et autres, vont s'arrêter de facto puisque le tracking ne sera plus possible. Alors il y aura toujours des moyens d'aller d'aller d'une certaine manière suivre les utilisateurs, mais voilà ce que ça va être l'impact de la donnée échangeable sur le web. C'est ça qui est en train de se passer. C'est juste monstrueux. Et ça, c'est pour vous tous ici une chance absolument exceptionnelle. Pourquoi? Parce que vous avez la chance de ne pas être juste des e-retailers. Je rappelle qu'en France, 87% du chiffre d'affaires du détail est fait offline, est fait en magasin. Je vais le rephraser d'une autre manière. 13% des ventes se font online. 13% seulement. Alors oui, c'est en augmentation, oui, c'est en croissance,
Mais juste pour bien se rappeler, hein, ici, le patron, c'est pas Amazon, c'est encore Leclerc. Et il y en a encore pour quelques années, bien qu'ils se fassent évidemment tailler les croupières. En attendant, le retail physique, pour le retail physique, vous avez une particularité qui est juste hallucinante comparée aux GAFAM, c'est que vous avez une présence de vos clients sur site, proche de l'acte d'achat, dans le magasin. Et ça, c'est une opportunité incroyable qui ouvre un véritable Eldorado pour toutes les enseignes qui sont ici représentées. Comment ça se passe tout ça? En fait, il se passe que vous avez une audience, elle est captive, elle vous fait confiance, elle est ultra qualifiée. On va prendre l'exemple tout à l'heure de Fitness Park pour illustrer ça beaucoup mieux que ça. Et cette audience, elle est chez vous et elle vous offre ce qu'on appelle de la first party data, donc de la donnée qui vous appartient. Vous avez un client qui est encarté, c'est de la donnée, vous connaissez cet utilisateur, personne d'autre ne le connaît, vous le connaissez et il est chez vous. C'est une opportunité de monétiser cette audience à ce moment-là dans votre point de vente. Pourquoi c'est important? Parce que vous le savez, vous, retailer, c'est que vous avez le moyen de faire changer d'avis le client lors de son dernier mètre, au dernier moment. Donc là, une étude qui montrait que sur 70% des consommateurs qui avaient déjà une idée en tête avant de rentrer dans le magasin, 12% ont changé d'avis en arrivant dans le magasin. Pourquoi? Pour tout plein de raisons. Parce que finalement, on a vu un autre article, on nous a poussé quelque chose, on a entendu quelque chose qui nous a fait penser à autre chose et on a changé l'acte d'achat. Donc c'est quelque chose qui est monstrueux. Et l'opportunité du retail média, ce qui est fort, c'est que dans un environnement dans lequel, en moyenne en France, le taux de marge se situe de l'ordre de 3 à 5%, alors évidemment hors retail de luxe, sur lesquels les marges sont un petit peu différentes. En fait, on a le moyen avec du retail média d'aller atteindre des taux de marge qui vont être de l'ordre de 90%. Ouais, 90%. On a des chiffres qui sont absolument incroyables sur lesquels vous pouvez définitivement utiliser votre audience pour en faire une manne financière. Mais ce qui est plus fort encore là-dedans, c'est que vous pouvez non seulement en faire une manne financière, mais en plus, tout ça en créant une opportunité de créer de l'expérience pour vos clients, pour vos consommateurs, de créer quelque chose dans lequel les gens vont en plus avoir envie de revenir parce qu'ils auront vu quelque chose qui était sympa et sur lequel vous aurez gagné de l'argent. Alors on va parler de je voulais présenter 3 choses que j'ai vues qui sont intéressantes dans le retail média, qui sont toutes les 3 différentes, histoire de vous donner un peu des idées sur ce que ça peut représenter et sur les marques qui se sont lancées avec différentes opportunités. La première, je pense que ici beaucoup en ont entendu parler, c'est la collab qui a eu lieu le mois dernier entre Lacoste et Netflix. Chez Lacoste, donc c'est une opportunité absolument incroyable pour Netflix, qui est bien qu'il soit un géant monstrueux du média partout dans le monde, en fait, n'a pas de présence physique, jamais n'a l'occasion de montrer son nom. Ils ont eu l'opportunité d'être visibles dans tous les Lacoste du monde via une collection spéciale qui reprenait une dizaine de séries et sur lequel les crocodiles étaient changés pour l'occasion. Donc, une idée géniale de collab qui ouvre des portes à des cibles affinitaires et pas seulement à ce que vous vendez dans le point de vente, mais des choses sur lesquelles, en fait, une collab Lacoste-Netflix, on n'y aurait pas pensé au premier abord, mais là, les deux y trouvent un intérêt fort. Pour Netflix, le fait d'être dans le monde physique, pour Lacoste, le fait d'utiliser les fans des séries de Netflix pour aller générer de l'upsell en magasin. Un peu plus techno, la Fnac. Fnac Darty, c'est un des premiers en France, un des plus gros réseaux qui a été déployé. La Fnac a créé une régie publicitaire en interne qui s'appelle Retail-Link et récemment ils viennent de lancer une plateforme qui est My Retail-Link pour intégrer l'intégralité des dispositifs qu'ils ont. Donc on a autant de dispositifs sociaux sur le web, sociaux, digitaux, de content sur leur plateforme, sur leur ligne éditoriale, que d'affichage dans le point de vente, que de données CRM sur les clients encartés. Tout ça, c'est 36 millions de clients. La Fnac Darty, c'est 36 millions de clients, donc un Français sur 2 est client de Fnac Darty. Donc autant vous dire qu'il y a peu de chances que
un annonceur ne puisse pas être intéressé par créer de la visibilité, avoir de l'accès à de la donnée d'audience que connaît la Fnac. Donc là-dessus, ils ont créé quelque chose qui est très omnicanal. Ils ont commencé par déployer 3000, 4000 écrans dans leur point de vente, qu'ils ont largement rentabilisé. Puis ils ont poussé sur de la data online et aujourd'hui, ils créent vraiment l'omnicanal. Même ordre d'idée, mais plutôt dans de la GMS. J'étais au Auchan, pareil, création d'une régie qui s'appelle eMedia Center, à peu près 3000 écrans déployés dans des hypermarchés, qui donne évidemment une audience absolument incroyable pour les annonceurs qui en profitent. Les annonceurs là-dessus, la plupart du temps, c'est basique, ce sont des annonceurs qui sont vendus dans le point de vente, hein, évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une telle gamme, une telle variation de gamme qu'un Auchan. Et lors des campagnes qui passent sur leurs écrans, ça peut aller jusqu'à 62% de ventes générées en moyenne grâce aux écrans qui sont dans les entrées et dans les entrées de l'hyper et dans le mall. Donc, ce sont des opportunités qui sont, on va dire, sonnantes et trébuchantes en termes de chiffres. Et je pense que si vous devez retenir ce soir une information, c'est que le retail média, c'est une opportunité qui est ouverte. Personne n'a raté le TGV, je vous rassure. Il est ici. Il ne va pas vous attendre longtemps, mais il est encore là. C'est une opportunité qui est énorme, qui vous permet à la fois de générer du revenu additionnel pour vous, à la fois de créer une relation différente avec les marques qui sont vendues ou pas vendues d'ailleurs dans vos points de vente, et enfin de créer pour vos clients de la satisfaction et une nouvelle expérience. Ça, c'était 3 exemples que j'ai vus. Le 4e, je garde le meilleur pour la fin. Je vais laisser Jean-Philippe le présenter avec le cas de Fitness Park. Bonsoir tout le monde. Merci. Alors en effet, on travaille avec Scenario depuis 2019 dans cette logique de monétisation, mais qui n'était pas forcément le pourquoi du comment à la base, mais je vais y revenir. Donc Fitness Park, rapidement, pour vous le présenter, c'est une implantation qui est en France et à l'international. Aujourd'hui, on est sur plus de 260 clubs, donc une large majorité en France, puisque on est à 244 aujourd'hui. On a 30% de ces clubs qui sont en succursale, donc pilotés depuis le siège, et qui nous permet d'avoir vraiment une gestion 100% autonome sur toute l'expérience qu'il peut y avoir à l'intérieur, et notamment la logique d'expérience audio, vidéo et olfactive. On a également une communauté de plus de 850 000 adhérents, et une communauté en effet faite d'adhérents qu'on connaît très bien. Et qui aujourd'hui nous revendique comme une love brand, puisque pour la 4e année consécutive, on a été élu marque préférée de Français avec des études qui ont été menées diverses et variées en externe et en interne, avec un positionnement de numéro 1 en recommandation, le fameux NPS, numéro 1 en évaluation globale des salles de sport, et sur l'image prix parmi les anciennes proposant la même gamme de prix. Je mets pas ça juste pour se faire plaisir et se dire qu'on est les meilleurs, c'est juste que dans les différents éléments qui sont posés à nos adhérents, mais également aux Français qui nous connaissent et qui ne sont pas forcément adhérents chez nous, c'est l'expérience. Et l'expérience, ça passe aussi sur ce qui se passe sur nos écrans. C'est pourquoi c'est spécifié ici. Parce que ça fait vraiment partie d'un élément fondamental aujourd'hui d'une expérience Fitness Park, avec justement la création d'impact grâce aux écrans. Donc il y a 4 ans, avant de rencontrer Scenario, on avait une solution, ça fait écho un peu à ce que The Couples racontait, des écrans où d'un coup on avait des pingouins qui sautaient sur la banquise alors qu'on était en train de faire du vélo ou du cardio. Un peu bizarre. Le mec qui fait de la muscu et qui regarde Mylène Farmer, ça matche pas trop. Bref, on avait en fait une difficulté à avoir le bon match avec notre bonne cible. Donc l'idée c'était d'avoir une logique adaptée, sur mesure, pour pouvoir justement répondre aux attentes de nos adhérents. Par exemple, un écran portrait en vitrine pour parler à mes prospects. Un écran dans les vestiaires pour avoir un peu plus de confidentialité dans le message qu'on va communiquer. Des écrans au format paysage ou au format portrait dans les zones d'entraînement où je vais passer un message différent. Donc c'est vraiment comme ça qu'est venue la genèse de notre collaboration avec Scenario, c'était de faire une expérience sur mesure pour nos adhérents en diffusant le bon message au bon moment, au bon endroit. Ça, on en entend parler d'une fois sur le net et justement sur les espaces pub digitaux, mais c'est valable aussi pour le retail pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc, une fois qu'on a mis en place ce dispositif qui se déploie petit à petit dans nos franchisés,
On a depuis maintenant 2 ans 100% de nos clubs succursales qui sont équipés et qui représentent aujourd'hui près de 600 écrans sur ce parc de 70 succursales, avec 6 écrans en moyenne qui sont dispatchés dans le club, et surtout 45 000 visites par jour en moyenne. Et des visites qui ne sont pas de 2 minutes. Pour faire une différence avec par exemple un centre commercial où on va être plus sur des boucles très rapides parce qu'on va être sur du flux et des passages. Nous on est vraiment un retail de destination. Nos adhérents restent 3/4 d'heure à 1 heure dans la salle. Donc on va pas toutes les 10 secondes lui faire une boucle avec une publicité qui va tourner, sinon il devient fou. Pareil, je suis sur mon écran cardio, je vais éviter de le spammer d'une publicité et de le saturer. On a des boucles adaptées, on a des messages adaptés, on ouvre l'opportunité de faire des formats 10 secondes assez standards que tout le monde connaît, mais jusqu'à du 30 secondes, voire plus si besoin. Si vous ne pouvez pas vous payer un long format sur TF1 avant le JT, venez chez Fitness Park, on vous offre en 1 minute sans souci, c'est faisable. En gros, on s'est adapté l'expérience, on s'est adapté le format, on s'est adapté le média. Et justement, dans les différents médias qu'on a, on pourrait se dire, ok, c'est facile, on va pouvoir avoir un iPro de Danone qui va sortir sa gamme dédiée aux pratiquants de sport. On va avoir du Red Bull, puisqu'on est sur le dépassement de soi, ça matche bien avec l'ADN de Fitness Park. Mais on a aussi des marques telles que La Poste, telles que l'Armée de Terre, Boss, Paco Rabanne par exemple, qui vont profiter de notre audience qui est, pour la résumer, composée à 65% d'hommes, avec 75% de moins de 35 ans, ces fameux moins de 35 ans qui sont terriblement difficiles à toucher. Nous, on sait qu'on a 75% de nos adhérents qui ont moins de 35 ans, et 40% qui ont moins de 25 ans. Donc on est vraiment en pleine sur cette fameuse Gen Z, et qui nous permet de s'assurer de pouvoir les toucher. Et surtout, puisque maintenant ça fait 2 ans qu'on est sorti du Covid, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nos avions étaient fermés, nous avons, notamment Boss et Paco Rabanne, c'est pour ça qu'ils sont notés ici, donc des univers hors fitness, hors sport, hors bien-être, mais qui vont matcher avec notre cible et qui viennent et qui remettent le couvert. C'est-à-dire qu'ils sont satisfaits du retour qu'il peut y avoir sur les écrans, puisque généralement, ces écrans, on parlait d'expérience, sont couplés également par du sampling, par la démonstration, etc. Donc voilà, il y a toute cette logique d'expérience qui est réalisée, et c'est vraiment nos écrans qui donnent de la valeur, et qui fait que nos adhérents sont fort exposés sur les discours de nos annonceurs. Donc voilà, depuis 2019, c'est ce que je disais en préambule, c'était en conclusion. On est partenaire avec Scenario depuis 2019 sur ces logiques justement de sur-mesure, d'expérience en club, et on monétise de plus en plus cette audience-là avec des annonceurs qui reviennent. Donc c'est un cercle vertueux qui est en train de se faire, plus 30% de CA, si je peux vous parler un petit peu en efficacité, rentabilité et pas durabilité pour le coup. C'est par rapport à l'année précédente, et déjà des objectifs et des projections sur l'année prochaine qui sont également en augmentation. Donc il y a effectivement un Eldorado, comme tu le disais, sur ce sujet-là, et je vous invite à vous pencher sur le sujet. Et je voulais finir par parler d'une marque que j'adore, qui s'appelle Philips. Philips, vous les connaissez peut-être de par leur rasoir ou d'autres produits qu'ils vendent, peut-être un peu moins par les écrans, sur lesquels pourtant ils sont très très bien, ils sont très connus et très positionnés. Ils ont un positionnement que je trouve intéressant et dont je voulais parler. Tout à l'heure, on a parlé de durabilité quand on fait le tour du salon mondial des innovations de notre métier, du métier du signage, de la communication sur écran, qui se déroule à Barcelone tous les ans, en fait, il y avait une marque d'écran qui sortait du lot, qui était Philips, et qui est venue présenter ses innovations RSE. Alors on peut tout de suite se dire, attendez, là ça fait 2 ans qu'on me rabâche qu'il y a un problème d'électricité, les écrans ça consomme, c'est nul, c'est pas éco, etc., etc., c'est la fin des écrans. Écoutez, moi je vois en Philips une boîte, une entreprise qui a des fondements européens et qui travaille largement sur la réduction de son impact, à la fois sur les consommations, à la fois sur le carbone, mais tout ce qui va autour, pas que green, mais aussi RSE de manière générale, son social, son sociétal. Je voulais vous parler d'une chose en particulier aujourd'hui. Donc déjà, je voulais les remercier de nous accompagner sur cet événement. Vous pouvez voir tous les écrans qui sont ici et qui ont été mis à disposition par Philips.
Et je voulais vous parler de quelque chose que je trouve absolument génial, qui est cet écran. Cet écran, comme vous pouvez le voir, c'est un écran qui n'est pas très lumineux. Il n'est pas très lumineux parce qu'il n'y a pas de source de lumière. La source de lumière, c'est celle du jour, si vous le collez en vitrine, par exemple. Et cet écran, il fonctionne sur des piles. Et là, il n'y en a pas. Et cet écran, il fonctionne tout de suite. Et c'est une innovation qui a été créée par Philips, qui a été présentée cette année en février à Barcelone et que je trouve absolument incroyable. Ils œuvrent réellement sur comment on arrive à diminuer la consommation d'énergie des écrans pour la rendre de moins en moins lourde. Et cette consommation d'énergie, non seulement, évidemment, il y a des enjeux de décarbonation, mais il y a aussi et surtout des enjeux financiers pour vous, retailers. Donc, voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil à Philips et les remercier pour nous avoir accompagnés sur l'événement. Si vous voulez voir l'écran par la suite, venez le voir ici. Et peut-être un tout petit dernier mot. Et on peut les applaudir, évidemment. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'introduction. Merci également pour la mise en avant. Et c'est vrai que chez Philips, on a une stratégie qu'on a adoptée effectivement ces dernières années, et c'est celle de pousser et innover vers le RSE. Et on l'a vu avec des produits notamment comme le tableau nouvelle gamme qu'on a présenté il y a déjà quelques mois, en février de cette année. Et gamme sur laquelle on est très fiers. Pourquoi? Parce qu'on reçoit déjà beaucoup de feedback et d'intérêt. Beaucoup de personnes qui souhaitent déjà travailler sur des POC et des projets, donc ça fait très plaisir. Et ça nous fait également très plaisir d'être là ce soir. Donc merci aussi pour la confiance. Voilà, c'est vrai qu'on a vu effectivement Philips sur les écrans, mais Philips, c'est aussi une équipe humaine, des gens qui sont comme moi pour le coup responsables compte clé, clients finaux, et donc je connais bien le retail déjà depuis des années, mais aussi disponible pour vous accompagner, comprendre un petit peu mieux les projets, les besoins, et puis aller avec vous de l'avant dans l'innovation, mais également dans toutes les types de demandes qu'on peut avoir, comme des projets par exemple sur ce type de dalle d'écran, d'affichage dynamique, voilà, avec une large gamme. On couvre effectivement de 10 à 98 pouces, donc c'est déjà pas mal pour le retail. On travaille également aussi une gamme LED, qu'on travaille très très bien chaque jour un peu plus dans le retail et aussi au niveau corporate. Et puis voilà, simplement je voulais donc remercier les équipes de Scénario, la playlist, No Stress et donc toutes les personnes qui ont travaillé ce soir. Je voulais aussi profiter, David, puisqu'on est là, d'un petit remerciement. Donc c'est pas grand chose. C'est pour moi. Presque. Mais c'est une petite, c'est un symbole. C'est un Oscar, une palme d'or. C'est une plaque qui représente donc un partenariat qui prend conscience, voilà, qu'il y a des partenaires qui ne font pas que simplement nous utiliser partiellement à un moment donné pour dire tiens, on aura besoin d'écran, puisqu'effectivement l'affichage dynamique, ça se fait effectivement avec des écrans, mais c'est aussi des entreprises qui travaillent comme Scénario, donc dans toute la partie innovation, recherche de performance et d'affichage, non pas seulement affichage basique comme on l'a vu déjà il y a plusieurs années, mais de l'affichage intelligent. Et c'est ce sur lequel nous aussi on tend. Voilà, merci pour tout. Bonsoir, merci pour cette introduction. Donc, je suis la cofondatrice de Retail Factory, et c'est vrai que chez Retail Factory, on a l'agence de voyager chaque année, d'emmener nos clients à l'étranger pour visiter des magasins, entre autres. Et donc là, je vais vous faire un petit tour d'horizon de nos derniers coups de cœur à New York, à Los Angeles et à Londres. Donc rapidement, Retail Factory, c'est une agence de conseil, formation et inspiration. On accompagne nos clients depuis 6 ans maintenant sur leurs problématiques du retail, comment le retail évolue et comment former leurs collaborateurs, comment les conseiller sur leur parcours client et comment les inspirer au mieux chaque année au travers de conférences sur les tendances du retail qu'on anime une fois par an, au travers de Retail Tours et de cahiers de tendance. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de 4 boutiques qui nous ont inspirés dernièrement. Donc tout d'abord New York où on se rend chaque mois de janvier pour la NRF. Donc la NRF, pour ceux qui connaissent, c'est la grand-messe du retail qui a lieu chaque mois de janvier à New York, où on y va chaque année, on emmène des clients et bien sûr sur place on organise un Retail Tour.
Et cette année, on a beaucoup aimé ce magasin qui s'appelle Modern Age, qui est dans le quartier de Flatiron. Alors, ce magasin, c'est un peu une boutique à la croisée du retail et de la médecine. Les Américains sont assez friands de ce genre d'endroit où, en fait, on vient prendre soin de soi, la beauté inside out. Et dans ce magasin, en fait, comme vous le voyez, qui a pignon sur rue avec un design très poussé, créé par des architectes de renom, qui ont travaillé sur ce magasin où le client vient et il vient prendre rendez-vous avec des experts de la beauté, des experts de la médecine, des psychologues. Et l'idée, c'est quoi? C'est que Modern Age est là pour vous aider à mieux vieillir. Et comment ils font? Vous arrivez et vous allez faire un test sanguin qui va vous coûter 500 $. Et ce test sanguin va vous permettre d'adresser toutes ces problématiques que vous voyez ici à l'écran. Et ensuite, on va vous faire un bilan de ce dont vous avez besoin. Donc, un dermatologue, un spécialiste de l'humeur sur la psychologie, par exemple, les problèmes de cheveux, les problèmes de sexualité également, de sommeil. Tout ça, ça va être adressé après avec une panoplie de médecins et d'experts de la beauté aussi qui vous reçoivent dans cet endroit. Donc, on voit que la beauté aujourd'hui aux États-Unis, elle prend cette nouvelle forme, en fait, au travers aussi d'injections de vitamines. Les Américains sont friands de se faire une petite injection de vitamines à 300 $ avant un événement. Par exemple, ce soir, j'avais cet événement, j'aurais pu aller me faire une petite injection pour me rebooster. Donc, c'est assez commun là-bas. Et puis également, vous avez des enseignes comme Plump, par exemple, une enseigne qui a pignon sur rue où vous allez vous faire injecter du Botox et repartir une demi-heure après. Voilà, donc ce monde de la cosmétique et de la beauté évolue beaucoup outre-Atlantique et c'est très intéressant de l'observer. Le deuxième magasin qu'on a adoré au mois de mars, on est parti à Los Angeles pendant 15 jours et on a organisé sur place un design tour et un retail tour. Et cette boutique est clairement à la croisée entre le design et le retail. Dries Van Noten, donc on a le plaisir d'accueillir ce soir le directeur de la boutique de Paris, qui est très belle également, que je vous invite à voir, Quai Malaquais. Et à Los Angeles, on a ce magasin qui est un peu comme une galerie d'art, en fait. Vous voyez cette boutique où vous avez une œuvre d'art au-dessus du canapé, par exemple, qui est une œuvre d'art qui est peinte sur le mur. Donc, vous ne pouvez pas repartir avec. Par contre, le nom de l'artiste est clairement indiqué dessous. Donc, si vous voulez reproduire l'œuvre chez vous, l'artiste va revenir peindre chez vous cette œuvre selon vos souhaits. Vous avez également un espace beauté qui est très, très bien scénarisé pour les professionnels du merchandising qui sont ici avec nous. On a une salle, notamment les rouges à lèvres ici, qui est magnifique. Et puis, ce qui nous a vraiment tapé dans l'œil, c'est le côté développement durable. Ils ont une pièce qui s'appelle The Archives, donc les archives. Seulement 2 boutiques Dries Van Noten dans le monde proposent cette offre de montrer des pièces archives de Dries Van Noten, des robes, des tenues, qui sont scénarisées dans cet espace un peu à part. Vous voyez le wallpaper avec les photos des anciennes collections. Et la particularité, c'est que c'est un peu la dernière chance de trouver la pièce Dries Van Noten des années précédentes. Vous avez chaque pièce qui est labellisée de l'année et de la collection automne-hiver au printemps-été à laquelle elle était vendue. Et vous pouvez l'acheter au prix où à l'époque elle était vendue. Donc, par exemple, vous voyez une robe de 2002, et vous allez l'acheter et ça sera pratiqué au prix de 2002. Donc, vous avez également cette attractivité de prix et puis c'est un peu la dernière chance de pouvoir acheter cette pièce. Donc, on a trouvé cet espace vraiment magnifique. Donc, à retenir si vous passez sur la côte californienne. Troisième boutique à Londres. Donc là, on était à Londres en avril pour un retail tour de 2 jours. Et on a été chez Aesop, dans le nouvel espace Battersea Power Station. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce nouveau quartier à Londres. Un quartier, en fait, qui est ouvert un peu mixed use, où vous avez de l'hôtellerie, des bureaux et également tout un parc retail. Toutes les grandes enseignes internationales ont ouvert là-bas. Chanel, récemment, a ouvert aussi une boutique beauté très, très intéressante. Et Aesop a développé dans ce magasin son espace Sensorium. Qu'est-ce que c'est que Sensorium? C'est le nouvel espace scénarisé du parfum chez Aesop, un segment pour lequel ils ne sont pas très connus. Et donc, en fond du magasin, vous avez un espèce de porte-manteau que vous voyez au fond. Et vous allez arriver sur cet espace, vous aurez des céramiques qui seront imprégnées des parfums Aesop, parce qu'ils disent que la céramique est vraiment le matériau qui reproduit le mieux le côté, comment ça sent sur la peau, en fait, le parfum au final. Donc, vous avez ces céramiques qui sont très, très bien scénarisées. Et puis, vous avez ce porte-manteau, vous pouvez accrocher votre manteau ou votre foulard. Et à l'intérieur, ça va servir de infuseur. Vous allez pouvoir infuser votre vêtement
avec le parfum à Aesop. Donc en fait là on est vraiment sur une expérience du retail autour des sens, autour de la vue, parce que c'est très 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 beau, et en plus autour de forcément de l'odorat. Et vous avez à droite le même exemple du Sensorium, mais sur Regent Street, le dernier flagship de Aesop, qui a complètement un design complètement différent, parce que vous savez qu'Aesop va ouvrir des boutiques avec des architectes différents selon les endroits où ils ouvrent. Et donc vous avez aussi cet espace comme un petit cabinet avec le parfum, dans lequel vous allez infuser votre pièce de vêtement. Donc voilà, là pour le coup, pas forcément une enseigne nouvelle, mais un nouveau service, une nouvelle expérience qu'on a trouvé très poétique. Et puis, dernier exemple, là on est à Paris, en ce moment on prépare nos retail tours de l'été, donc on visite un peu les dernières nouveautés. Et donc il y a environ un mois, il y a Zara qui a ouvert sur les Champs-Élysées. Donc Zara, il y en a deux, il y en a un qui est vers l'Apple Store, donc là il est resté un peu le Zara classique. Un peu plus bas, à côté du Sephora et de la Fnac, vous avez le nouveau Zara, qui lui, pour le coup, alors je sais pas si c'est Scénario qui a fait les écrans, mais là, ça m'a complètement bluffé. Vous avez, comme on peut le voir ici, un écran qui va reproduire en fait en 3D une espèce de sculpture et qui clairement fait penser au magasin du futur. On est vraiment sur quelque chose, donc les clients voient ça, ils sont assez interloqués. Vous avez aussi également des écrans en hologramme qui présentent des tenues, des mannequins très très réalistes. Et vous avez tout un parcours omnicanal, donc des cabines connectées, la RFID, des encaissements autonomes. Vous êtes vraiment sur un magasin qui se projette clairement dans un après. Vous avez également le click and collect en 2 heures. Vraiment un magasin que je vous invite à découvrir. Et puis également, à l'ouverture, Cédric Grolet, le pâtissier star, qui avait proposé des fleurs, des pâtisseries en forme de fleurs, avec ce colorama qui était offert aux 1000 premiers clients du magasin. Voilà, donc une expérience éphémère qui était quand même aussi très instagrammable et qui a fait parler d'elle sur les réseaux. Voilà. Donc voilà un peu mes derniers coups de cœur. Les coups de cœur, on en a beaucoup chez Retail Factory. On les partage chaque année au travers d'une conférence qu'on anime chez nos clients, donc au format d'1h30 pour vos collaborateurs, un moment d'inspiration et aussi de team building autour de cette passion qu'on a pour le retail. Je vous montre nos conférences de cette année, les 12 conférences. Si vous voulez prendre une photo, c'est maintenant. Les tendances. Voilà, donc ça, ce sont les tendances qu'on adresse cette année. L'année prochaine, il y en aura des nouvelles. Mais voilà, c'est les thématiques qu'on aborde pendant cette conférence. Et puis, pour ceux qui veulent continuer à se tenir informés sur le retail, sur les tendances, retail.factory, notre compte Instagram, où on poste régulièrement sur nos coups de cœur des magasins qu'on visite. Voilà. Merci d'être là. J'ai rencontré du coup Nico et David il y a quoi, il y a 1 mois et demi. Je dirais coup de cœur puisqu'on partage la même passion, c'est-à-dire la musique. J'habite à New York depuis 8 ans. Je voyage beaucoup entre New York et Paris, 70% New York, 30% Paris, et de retour plus en plus à Paris récemment. Et j'ai commencé très jeune à curate some playlists and music et à en faire mon métier, chose qui arrive un petit peu par hasard. C'est venu tout seul et j'ai monté une agence qui s'appelle Les Filles en 2008, donc une agence qui est uniquement constituée de talents féminins. Donc on travaille avec des compositeurs, on travaille avec des DJ, avec plusieurs palettes d'artistes. Et donc je m'occupe du développement de Les Filles, du coup surtout le côté Europe. Et moi-même, je travaille du coup avec des magasins, des grandes marques, de Dior à Chanel, en passant avec des marques un petit peu plus niches, des musées, etc. Et donc, je développe énormément de ce qu'on appelle sonic branding. Donc, en fait, mon job, c'est de m'assurer que le message musical, quand on rentre dans un espace, correspond exactement à l'image de marque et à l'identité. Et ce que j'adore faire, c'est vraiment aller sur du pointu. Mais il faut aussi savoir faire un pointu, un moins pointu et faire un petit mix de tout ça, ce qui donne une jolie recette à la fin. Et voilà. Est-ce que j'ai bien fait? C'est top, c'est super clair. Et donc voilà, non mais on est très très ému. On est très content de l'avoir parce que ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que la façon dont on fait le métier avec Nicolas et toute l'équipe, en fait, c'est artisanal.
On a une application qui est ultra technologique, mais tout est fait à la main. Il n'y a pas un morceau qui est placé par un algorithme. Et donc, effectivement, on veut s'entourer de talents tels que Claire-Marie pour accompagner nos clients avec ce qu'il y a de meilleur. Donc, on en est ravis. Voilà, le buffet va s'installer, les staffs, les équipes, on va virer les sièges. Albert va lancer le mix et puis vous pouvez vous servir, boire, manger. Et Claire-Marie, après, c'est quand tu veux. J'espère que vous lui ferez l'honneur de l'écouter et de chauffer à blanc la piste de danse. Merci pour votre écoute. Et maintenant, party time. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci aux équipes.